Géographie, memento, commentaire de cartes topographiques, résumé des notions et sujets types pour les BCPST-TB et les CPGE littéraires et les CAPES et agrégations. Chapitre 3, la forêt en France. De l'exploitation des ressources forestières à la constitution d'un espace ressource entre guillemets. Selon l'inventaire forestier national, IFN, jusqu'en 2012, désormais rattaché à l'IGN, en 2022, la forêt en France métropolitaine couvre 17,3 millions d'hectares, soit 31% du territoire. C'est l'occupation du sol la plus importante, après l'agriculture qui couvre plus de la moitié de ce territoire. La forêt est un espace et un paysage à part, qui prend une place singulière dans l'identité de la France et associe des fonctions symboliques et patrimoniales, comme pour la forêt de Brocéliande. Dans l'imaginaire, la forêt est perçue comme une représentation de la nature, bien que les environnements forestiers aient tous été transformés par l'intervention humaine. La forêt est également associée au pouvoir et au patrimoine. Les rois ont préservé de grandes forêts pour la chasse et les ont mises en scène, comme dans la peinture, Saint Louis rendant la justice sous son chêne dans le bois de Vincennes. Sous la Troisième République, la ligne bleue des Vosges est l'image des territoires perdus à l'Est. Après avoir longtemps déboisé, la France est aujourd'hui le quatrième pays forestier en Europe, après la Suède, la Finlande et l'Espagne. Depuis le XIXe siècle, les surfaces forestières s'étendent grâce à un encadrement public dont les socles remontent à la création de l'administration des eaux et forêts par Philippe le Bel en 1219. Aux ordonnances destinées à assurer la soutenabilité entre guillemets des forêts de 1349 et à la politique de reformation des forêts lancée par Colbert en 1669. L'extension du domaine forestier participe à une évolution des usages de la forêt. La fonction ressource, exploitation de la forêt, est devenue mineure, au profit de nouvelles fonctions récréatives et environnementales. La forêt devient ainsi un espace ressource. Définition. La forêt est définie par la FAO, Food and Agriculture Organization, comme un territoire occupant une superficie d'au moins 50 arts, soit 5000 mètres carrés, avec des arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité, in situ. Un couvert boisé de plus de 10%, et une largeur moyenne d'au moins 20 mètres. Un bosquet est un territoire occupant une superficie supérieure ou égale à 5 arts et inférieure à 50 arts, avec un couvert arboré de plus de 40%. 1. La forêt comme identité de la France, une aménité et un patrimoine inégalement répartis. 1.1. Le boisement, un élément de différenciation des territoires. La géographie de la forêt française traduit de très fortes différences régionales. Au sud et à l'est boisé s'oppose un quart nord-ouest où le défrichement ont été plus important. Extension des zones agricoles. L'inventaire forestier national répertorie 309 régions forestières distinctes. Chacune correspond à une unité naturelle qui représente pour la végétation forestière des qualités de sols et de climat suffisamment homogènes pour abriter des types de forêts comparables. Les feuillus représentent 2/3 des arbres et dominent dans les zones de plaines et de collines. Les chênes représentent 44% du volume des feuillus. Les régions méditerranéennes sont associées à des paysages spécifiques, forêts de chênes verts, de chênes lièges et de pins maritimes, pour le massif des Maures dans le Var. Castagniccia du nord-est corse, où le châtaignier a permis une économie rurale de subsistance. Les formations de maquis et de garrigues complètent les espaces forestiers, pour 20% de la surface de la Corse. Les forêts artificielles des Landes de Gascogne et de Sologne ont été plantées sous le Second Empire, afin de bonifier des terrains sableux et humides et de développer la filière bois. En résultent deux paysages spécifiques, constitutifs de leurs identités régionales. La forêt monospécifique landaise, composée de 950 000 hectares de pins maritimes, et la forêt de Sologne, peuplée principalement de feuillus, chênes, charmes, érables. Vient la première figure qui est un croquis sur le boisement en France, un gradient sud-est-nord-ouest. Source IGN 2017. On y voit les taux de boisement de moins de 15% à entre 15 à 25 et entre 25 à 35% et entre 35 et 45% et une dernière couleur pour les plus de 45%. Cela permet de distinguer le nord-ouest agricole, faiblement boisé, avec un taux de boisement inférieur à 25%, des forêts plantées sous le Second Empire, avec une bonification des zones humides pour les Landes et la Gascogne, portées à plus de 45% de boisement,
Un est et un sud très boisés, avec des zones de déprise agricoles en montagne, et les forêts à l'est plantées sous la Troisième République, qui avaient une fonction défensive et de boisement de la montagne, où les taux de boisement sont supérieurs à 35% pour la plupart de ces départements. En montagne, on distingue un étalement de la végétation. Dans les Alpes, les feuillus s'étendent dans l'étage collinéen, jusqu'à 1100 mètres. Les forêts mixtes, hêtraies, sapinières, sur l'étage montagnard, jusqu'à 1700 mètres. Les résineux, épicéas et mélèzes, sur l'étage subalpin, jusqu'à 2400 mètres. Les aménagements forestiers différencient également les territoires. Sapins sur le versant lorrain des Vosges, pins sylvestres sur le versant alsacien. Les 5 départements d'outre-mer représentent 8,2 millions d'hectares de forêt, soit l'équivalent de la moitié de la surface forestière métropolitaine. La couverture forestière est emblématique de ces territoires, comme en Guyane, où la forêt amazonienne couvre 97% du département, à la Martinique, pitons, mornes et vallons, ou à la Réunion, pour les hauts. 1.2. La forêt, élément paysager et source d'attractivité des territoires. Par ses paysages, son histoire et ses fonctions économiques et sociales, la forêt est un élément caractéristique de l'identité de certaines régions françaises. Vient la figure 2, avec une carte de Paris et d'une bonne partie de l'Île-de-France, qui permet de voir la couronne forestière de Paris, avec de grandes forêts publiques associées à des territoires prestigieux. Au-delà de Paris, avec ses 2 bois parisiens, Vincennes et Boulogne, et au-delà de sa banlieue, on peut voir les espaces périurbains avec la forêt de Montmorency, la forêt de l'île d'Adam, la forêt de Chantilly, la forêt d'Armainvilliers, la forêt de Fontainebleau, la forêt de Sénart et la forêt de Rambouillet. Traditionnellement associées aux grands domaines royaux ou aristocratiques, les forêts de la périphérie de Paris, Chantilly, Fontainebleau ou Rambouillet, forment des paysages de chênaies qui s'intègrent à l'identité des territoires périurbains. La forêt de Chantilly est renommée pour ses pistes cavalières à proximité d'un hippodrome prestigieux. Fontainebleau est entouré par une vaste forêt essentiellement publique, 25 000 hectares. Cet ancien domaine de chasse royale abrite désormais les loisirs sportifs, escalade, VTT, marche. À 120 km au sud de Paris, la forêt de Sologne couvre une plaine aux terrains sablonneux et argileux parsemés d'étangs. À une identité régionale associée à la sylviculture s'ajoute l'image des bois utilisés pour la chasse au gros gibier, sangliers et cerfs, et à la pêche. La région est parsemée de bois privés et de résidences secondaires. 1.3. La forêt française. Un patrimoine majoritairement privé. La forêt française a la particularité d'être un espace très majoritairement privé. Les 3/4 de sa surface sont répartis entre 3,5 millions de propriétaires. Les 2/3 possèdent moins de 4 hectares, souvent divisés en petites parcelles inégalement entretenues, petites forêts linéaires, dans les open fields, anciens espaces agricoles plantés, etc. Ce sont des espaces peu productifs, car difficiles à remembrer. À l'opposé de grands domaines forestiers privés, qui appartiennent à des propriétaires historiques, noblesse, grande bourgeoisie, et des entreprises, avec des investissements dans le patrimoine. Avec moins d'1/4 des surfaces boisées, les forêts publiques sont très minoritaires en France. Les forêts domaniales, 9% de la surface, correspondent soit aux grandes réserves de chasse de l'aristocratie confisquées pendant la Révolution française, soit à de vastes domaines en montagne. Leur gestion est régie par l'aménagement forestier. Un document est produit par l'Office national des forêts, ONF, pour en planifier l'entretien et l'exploitation. Les collectivités territoriales possèdent 16% de la forêt française, anciens terrains communaux destinés au pâturage et à être des zones plantées. L'ONF, acteur public de la gestion forestière? Fondé en 1964, l'ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de la gestion des forêts publiques, domaniales et communales, soit 8% du territoire métropolitain. Ces missions répondent aux objectifs de multifonctionnalité des forêts. Elles concernent la production de bois, fonction économique de la forêt, la préservation de la biodiversité, fonction environnementale, et l'accueil du public, fonction sociale. Dans un contexte néolibéral, le service public de l'ONF tend vers une réduction de ses effectifs, 8200 collaborateurs à ce jour contre 15 000 en 1985, et une privatisation de ses missions par l'intermédiaire de salariés de droit privé, pour la moitié des effectifs. Les syndicats dénoncent une privatisation officieuse de l'institution et une remise en cause de sa mission de service public de gestion du bien commun, cédant à une pression sur les rendements. 2. Une mutation des fonctions et des représentations de la forêt, de l'exploitation de ses ressources à la constitution d'un espace ressource. 2. La sylviculture et la filière bois, l'exploitation des ressources forestières. La sylviculture est la principale exploitation économique de la forêt. Elle alimente les industries de première transformation,
avec le sillage, et de deuxième transformation, construction, papeterie, ameublement, tonnellerie. Afin d'encadrer la filière et de sécuriser l'alimentation des industries en bois de bonne qualité, l'État crée le Fonds forestier national, sous cette forme de 1946 à 2000, alimenté par une taxe sur les produits d'exploitation. Ce fonds a permis la plantation de plus de 2 millions d'hectares de forêts, essentiellement sur des terrains privés. L'extension des forêts de résineux, en moyenne montagne, Vosges, Jura, Cévennes, est liée à cette politique. Le Fonds forestier national est remplacé en 2000 par le système de la contribution volontaire obligatoire, taxe perçue par des organismes interprofessionnels. Des initiatives privées régionales sont parallèlement mises en place par les industriels pour soutenir le reboisement. Créé en 2012, le FA3R, Fonds d'aide à la reconstitution de la ressource résineuse, soutient les plantations privées dans le massif vosgien. En France, 80 millions d'arbres sont plantés chaque année. Sur le plateau de Haute-Saône, des forêts productives, de feuillus, sont cultivées pour alimenter l'industrie du meuble. Allure, CF2P, produit des panneaux de particules pour les armoires et les plans de travail. Située au pied du massif vosgien, l'usine est alimentée par des fournisseurs régionaux. 90% d'entre eux sont situés à moins de 100 km. Plantation de feuillus en plaine, résineux dans les Vosges. La ville de Lure bénéficie d'une situation géographique intéressante pour alimenter le marché européen en meubles. Le sud du massif des Vosges, proche de l'axe rhodanien, est connecté à la plaine d'Alsace et à l'Allemagne. Vient une petite carte, la figure 3, sur les forêts cultivées par la filière bois à Lure, en Haute-Saône, carte IGN de Lure, Mélisée 3521 SB. On y voit les forêts privées avec plantation d'arbres qui entourent la scierie, avec ces autres bâtiments qui permettent la première et la deuxième transformation du bois. Du site part la route forestière pour l'exploitation et les axes de transport. La croissance forestière masque une situation économique paradoxale. La filière bois souffre d'une sous-exploitation des forêts, mal adaptée à la demande. Les sillages consomment 80% des résineux, quand les forêts sont composées à 67% de feuillus. En 2022, selon Agreste, 602 347 tonnes de grumes de chêne, du bois coupé couvert d'écorce, ont été exportées depuis la France, pour une valeur de 119 millions d'euros. Ces volumes représentent 25 à 30% de la production annuelle et sont en croissance. C'est 19% de plus qu'en 2021. Près des 2/3 des exploitations ont pour destination des pays hors de l'Union européenne, avec la Chine comme marché majeur. 2.2. La forêt comme rempart contre l'érosion, fonction environnementale. Sur le littoral atlantique, l'ONF gère 380 km de sites dunaires couvrant 90 000 hectares boisés entre le sud de la Bretagne et les Pyrénées. Dans les Landes de Gascogne, où les sites dunaires sont sensibles à l'érosion liée à la mer et au vent, la plantation de pins maritimes a permis de stabiliser les dunes. Ces forêts, plantées dans les sols sableux, sont cependant particulièrement sensibles aux aléas. En 2009, la tempête Klaus détruit 230 000 hectares de forêt dans les Landes de Gascogne. L'activité pastorale intensive, le piétinement des sols et la déforestation massive à la fin du XVIIIe siècle ont renforcé les risques en montagne. Les lois de 1860 et de 1882 sur la restauration et la conservation des terrains de montagne, RTM, favorisent le reboisement des terrains sujets à l'érosion. Les services de restauration de l'ONF entretiennent des espaces boisés sur les terrains acquis par l'État. 2.3. La forêt comme espace de loisirs, fonction récréative. De la diversification des fonctions forestières à la multiplication des conflits d'usage. La forêt est l'objet d'une demande sociale croissante, ce qui participe à la multiplication de ses fonctions. C'est un espace récréatif où se développent les loisirs associés à la nature, entre guillemets, contemplation des paysages, de la faune et de la flore. Les loisirs sportifs, VTT, escalade, équitation, marche. Les activités traditionnelles, chasse et pêche, ou le tourisme mémoriel, comme à Verdun. Les aménagements forestiers ont intégré cette fonction récréative et ouvrent les forêts publiques aux circulations, avec sentiers et parkings. Les zones de loisirs sont entretenues, balisées et réglementées par l'ONF, avec des espaces de détente, des allées cavalières et des zones de chasse. La forêt de Fontainebleau est la plus fréquentée de France, avec près de 11 millions de visiteurs par an. Forêt périurbaine, elle accueille principalement les franciliens mais aussi le tourisme international. Intégrée au 12e arrondissement de Paris, le bois de Vincennes concentre les équipements sportifs destinés aux populations urbaines. Entourée d'espaces urbanisés, la forêt devient un territoire saturé. Les marges du bois accueillent les sans-abri et les activités illicites, prostitution, trafic, rappelant le rôle refuge des forêts. Contrairement aux forêts publiques,
Les forêts privées ont généralement un accès plus restreint. Or, comme la forêt française est majoritairement privée, elle est donc bien souvent composée d'espaces fermés, inaccessibles aux visiteurs. Vient ensuite la figure 4, avec une carte du bois de Vincennes. Une forêt multifonctionnelle saturée. Carte IGN de Paris, forêt de Meudon et des Fosses Reposes. 2314 OT. Peut y voir les très nombreux usages et aménagements dans le parc, avec le château de Vincennes, bois anciennement associé aux loisirs aristocratiques, avec une ancienne fonction politique également, le fort de Vincennes, avec sa fonction stratégique et patrimoniale, un lac artificiel, le lac des Minimes, des jardins d'agronomie, zone destinée à valoriser la fonction environnementale de la forêt, l'hippodrome, les espaces urbanisés autour qui enserrent le parc, les confins du bois sous tension, avec fonction de refuge et de marge où se retrouvent prostitution et sans-abri, des espaces de loisirs pour les populations urbaines, avec des fonctions sportives qui ont lien à l'hippodrome, et l'ancien espace de l'exposition coloniale de 1931, qui comprend un parc zoologique, une pelouse et un lac. On nous précise enfin que l'espace urbanisé aux abords du parc est très cher en raison de sa proximité avec le parc. La diversité des représentations de la forêt crée des tensions entre ces usages. Les écologistes dénoncent et perturbent les chasses, particulièrement la chasse à courre, au nom d'une protection de la faune. Activité très réglementée, permis, zones, quotas, jours autorisés. La chasse permet pourtant de réguler les populations de grands mammifères, cervidés, sangliers. Avec la disparition des prédateurs, ours, loups, lynx, la multiplication des animaux participe à une dégradation des environnements forestiers et à des nuisances pour l'agriculture et les zones peuplées. On parle de champs de maïs saccagés par les sangliers et de risques de collision sur les routes. Afin de prévenir les risques, les préfectures mobilisent les chasseurs lors de l'organisation de battues pour réduire les populations de sangliers. Les forêts sont alors temporairement inaccessibles aux promeneurs. La chasse en tant que loisir fait quant à elle l'objet de très vives tensions concernant le type d'usage récréatif légitime de la forêt, en raison notamment des accidents parfois dramatiques. 78 accidents en 2022-2023, dont 6 décès, selon l'Office français de la biodiversité. La figure 5 du littoral varois, une saturation estivale qui renforce le risque d'incendie, avec la carte hygiène de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Massif des Morts, 3545 OT, montre à la fois des zones boisées peu accessibles, une mauvaise accessibilité du territoire avec une seule route, la D559, un tourisme balnéaire important et une urbanisation étalée sur les versants boisés. La forêt est, dans ce contexte, peu praticable et divisée. 3. Fragilisation et protection de la forêt. 3.1. Des forêts fragilisées par les aléas et la pression anthropique. Les forêts du sud de la France sont touchées en moyenne par 4000 incendies par an. En 2022, année record, plus de 66 000 hectares ont brûlé en France métropolitaine, principalement dans la zone méditerranéenne et dans les Landes. Les incendies progressent désormais vers les forêts de la moitié nord de l'Hexagone, notamment dans les massifs du Jura et des Vosges, ainsi qu'en Bretagne. La vulnérabilité est liée à une conjonction de facteurs. Sécheresse estivale, importance du boisement, moitié du territoire du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse, saturation du littoral, peuplement et tourisme, et des prises rurales qui limitent l'entretien des pâturages et des forêts privées. L'urbanisation et l'aménagement des forêts renforcent aussi les risques. Le projet de construction d'un village de vacances, Center Parks, dans la forêt privée de Chambaran, a créé un conflit d'aménagement local dans la commune de Roybon, en Isère, entre 2007 et 2020. Les promoteurs faisaient valoir la faiblesse de l'espace à déboiser, 200 hectares, et l'importance du tourisme pour l'économie régionale. Les écologistes dénonçaient l'impact environnemental et le risque pour des zones Natura 2000 voisines. Le site est occupé à partir de 2014 sous la forme d'une ZAD, une zone à défendre, jusqu'à l'abandon du projet. Les champs barrants, champs inutiles en vieux français, ont été le lieu de cristallisation des tensions autour du patrimoine forestier et de l'environnement dans les espaces ruraux. Depuis 2018, les années de sécheresse successives ont provoqué une crise sanitaire des conifères. Le dépérissement des arbres est lié à une conjonction d'aléas climatiques et biotiques qui affectent différemment les essences. Les arbres sont vulnérables aux insectes parasites. Les buprestes se développent sur les pins sylvestres stressés, les scolites sur les épicéas. Les actions des forestiers varient selon le peuplement et la vulnérabilité des parcelles. Elles imposent parfois des coupes claires pour les monocultures d'épicéas, dans les Vosges ou la forêt de Verdun. Même aux marges de l'Ecoumène, la forêt est fragilisée par les pressions anthropiques. La forêt humide guyanaise en est un bon exemple, peuplée localement par des groupes amérindiens et les descendants des esclaves fugitifs, les Bushinengue. Elle est percée par de rares villes sur la bande littorale et le long du Maroni.
La forêt est protégée par un zonage qui restreint l'exploitation du bois au nord du territoire guyanais. Le sud est intégré au vaste parc amazonien de Guyane. Cependant, l'orpaillage illégal, pratiqué jusque-là dans la zone cœur du parc, associé au projet de mines légales, renforce la pression sur la forêt dans un territoire en grande difficulté économique. Selon l'ONF, le cumul des forêts détruites par l'exploitation de l'orpaillage s'élève à plus de 29 000 hectares depuis 2003. À la frontière surinamaise, la très forte croissance démographique de Saint-Laurent-du-Maroni, 13 600 habitants en 1990, 49 173 en 2020, participe à la formation d'un front pionnier qui consomme la forêt. Vient la figure 6 avec une carte de Saint-Laurent-du-Maroni, un front pionnier amazonien qui fragilise la forêt, carte IGN de Saint-Laurent-du-Maroni, 4702 SB. On précise dessus que la forte croissance démographique de Saint-Laurent-du-Maroni est alimentée par les migrations, notamment surinamaises. On trouve beaucoup d'habitations le long des axes de transport, des cultures qui les entourent, avec un défrichement suivant les routes. On considérera l'orpaillage illégal plus au sud, et le défrichement pour l'agriculture avec des plantations de canne à sucre, datant de l'époque du bagne. On trouve une forêt avec une zone protégée, la réserve forestière de Saint-Maurice, et puis, plus près de la ville, des forêts tropicales humides dégradées par l'urbanisation et l'exploitation. 3.2 vers une gestion durable de la forêt. Identifiées comme des réservoirs de biodiversité, les forêts sont au cœur des enjeux de bonne gouvernance entre guillemets, du développement durable. La déclaration des principes forestiers, adoptée au sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, insiste sur la gestion durable et la conservation de la diversité biologique des forêts européennes. Cela doit passer par des outils de protection de l'environnement, mais aussi permettre une exploitation économique raisonnée et assurer la cohésion des sociétés concernées. Les outils de protection environnementale et de gestion de la ressource. Les 58 parcs naturels régionaux, dont la forêt couvre 50% de la superficie, jouent un rôle majeur dans la protection. Pour articuler protection et gestion, le PNR des Grandes Causses, dans l'Aveyron, fixe des objectifs de développement des filières bois, énergie et matériaux. Il établit un inventaire du bois, disponibilité, localisation, croissance, pour gérer des forêts très diversifiées, chênes et pins sur les pelouses des causses, chênes sur les avant-causses, hêtres, chênes verts, châtaigniers et résineux sur les monts. Inauguré en 2019 sur le plateau de Langres, aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, le Parc national des forêts a pour objectif de protéger 241 000 hectares de feuillus, hêtres, charmes, chênes, avec une zone de cœur de parc de 56 600 hectares, dont 3 000 hectares de réserve intégrale. Le réseau de protection européen, Natura 2000, crée localement des réserves pour préserver les écosystèmes originaux. Vallée de la Laire dans le PNR des Landes de Gascogne, versants boisés et bocagers dans le PNR de l'Avesnois. Ces sites concernent des forêts non productives et des forêts exploitées. Des filières labellisées par des ONG de certification, comme la Pan-European Forest Certification, PEFC, ou Forest Stewardship Council, FSC, encadrent des filières bois issues de forêts gérées durablement. Le label PEFC est présent dans toutes les régions françaises, pour 8 millions d'hectares, et certifie l'ensemble du domaine forestier permanent de Guyane, 2,4 millions d'hectares de forêts tropicales humides au nord du territoire guyanais. Le label FSC associe des ONG comme la WWF et des acteurs de la filière bois, exploitants et industriels. Conçu pour protéger les forêts tropicales, il s'est diffusé dans les zones tempérées. 36 des 196 millions d'hectares labellisés sont en Europe. En France, la certification FSC représente 39 600 hectares et plus de 800 entreprises. Il existe aussi des chartes forestières de territoire, CFT, pouvant compléter l'articulation entre les fonctions environnementales, productives et d'aménagement du territoire. Enfin, la lutte contre les incendies de forêt implique la réalisation de plans locaux de protection contre les incendies, les PLPI, complétés par des dispositifs départementaux, qui assurent le débroussaillage, la création de pare-feux et gèrent les moyens d'action de la sécurité civile. Flotte de 23 bombardiers d'eau stationnés à Nîmes en 2023. Depuis 1973, les incendies de 15 départements du Sud-Est sont enregistrés dans la base de données Prométhée pour mieux cerner les zones à risque. Vient la figure 7, une photo de la forêt des Faux de Verzy, avec 1000 exemplaires de ce hêtre tortillard, emblématique du parc régional de la montagne de Reims. Carte IGN 2813 au Mareuil-sur-Aille.
Les effets pervers de la protection des forêts, entre ségrégation socio-spatiale et exclusion. La délimitation des forêts publiques et des parcs naturels a une incidence sur l'urbanisation. Ces zones forestières limitent le développement de la ville. Les forêts domaniales jouent le rôle d'écrin de protection autour de villes prestigieuses, comme Fontainebleau, Chantilly ou Senlis. Les freins à la croissance urbaine créent une pression foncière qui accroît la valeur immobilière dans ces communes. La forêt met également à distance les territoires avoisinants, comme les banlieues et les espaces industriels. À proximité de la ville, la forêt peut s'organiser comme un anti-monde, selon R. Brunet, abritant les exclus et les activités illégales, sans-abri, prostitution du bois de Vincennes ou la dite jungle de Calais. Elle participe indirectement à une forme de fragmentation socio-spatiale qui remet en question les principes d'une gestion durable du territoire. Suit la figure 8 avec une photo aérienne d'un site d'orpaillage dans le parc amazonien en Guyane. Conclusion. La gestion durable des forêts reste extrêmement délicate. Même si la dimension environnementale semble bien prise en compte, les difficultés de la filière bois, mais surtout les conflits d'usage et les phénomènes de marginalisation, montrent que c'est le pilier social qui est le maillon faible de cette gestion. Quelques repères. La forêt française couvre 17 millions d'hectares, soit 31% du territoire. La forêt française est majoritairement privée, pour 75%, et en croissance depuis le XIXe siècle. En associant les fonctions de production, la sylviculture, et de loisirs, la forêt devient un espace ressource pour la population. Les environnements forestiers bénéficient de dispositifs de protection, PN, PNR et Zone Natura 2000. Pour le numérique, retrouvez toutes les ressources numériques du chapitre ici, www.lienmini.fr/213133-6 NUME, NUME, 3. Premier sujet type, les forêts productives, Saint-Claude, lac de Vouglan, PNR du Haut-Jura, échelle 1,25 millième, 3327 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans l'est de la France, le massif du Jura, les monts du Jura, la vallée de l'Ain, à proximité de la frontière suisse, PNR du Haut-Jura. La région est Bourgogne-Franche-Comté, département du Jura. La carte est structurée en deux espaces. Les monts, structure plissée, parfois sous forme de hauts plateaux, et les vallées encaissées, la combe de l'Ain à l'est, dont le sud étant noyé par le lac de Vouglan, et la vallée de la Bienne, sous forme de gorges et de cluses. Mémo, système productif. Ensemble de facteurs et d'acteurs concourant à la production, la distribution et commercialisation de biens et de services. Forêt productive, forêt exploitée pour son potentiel économique, sylviculture et tourisme, entre autres. Problématique. En quoi l'exploitation de la forêt organise-t-elle le territoire jurassien ? 1. Un massif forestier de moyenne montagne, largement exploité. Une forêt remarquable, 90% de la carte, 50% du département, sont recouverts par la forêt, à 54% publique. Il s'agit d'une futaie, F-U-T-A-I-E, destinée à produire des arbres de grande dimension. Une forêt étagée, forêt mixte de feuillus, chênes et hêtres à basse altitude, et de conifères, sapins en altitude, et sur les versants les plus escarpés. Une exploitation intensive de la forêt, chemin d'exploitation, lait forestières, LAIES, scieries et usines, pouvant être des menuiseries, en fond de vallée, à l'est, et sur le plateau, à l'ouest, facilitant l'exportation par la route, grâce à une meilleure accessibilité que sur les pentes. Il existe une complémentarité entre les versants, zone de production de bois, et les vallées, zone de transformation du bois. Usage touristique de la forêt, avec le PNR du Haut-Jura et le GR9 pour la randonnée. 2. Le développement dans les vallées d'un système productif lié à l'activité sylvicole. Habitat regroupé en fond de vallée, dans les bassins d'emploi industriels liés à la filière bois. Très peu d'habitat en altitude. Une densité de population plus importante dans le sud de la carte, à proximité des massifs forestiers exploités. 79 habitants au kilomètre carré au sud, contre 19 habitants au kilomètre carré au nord. Des usines en fond de vallée exploitent le bois pour la fabrication de mobilier, de jouets et de pipes, en chêne et en hêtre. Mention de tournerie, entre guillemets, des usines consacrées à la fabrication d'objets tournés en bois, et d'une fabrication de jouets à moirons en montagne. Cette industrie du bois est un fort vecteur identitaire pour la région, en plus d'être pourvoyeuse d'emplois. 3. Entre protection et exploitation. Les enjeux pour la forêt jurassienne aujourd'hui. Système productif du bois en difficulté. Délocalisation d'une partie des usines de jouets en Chine. En 40 ans, Saint-Claude a perdu 3500 habitants. Toutefois, cette activité connaît
un regain récent avec des relocalisations partielles à Moirans en montagne, pour l'entreprise Smoby. Un massif forestier qui reste marginal, géographiquement et économiquement, à l'échelle nationale du fait d'une accessibilité difficile. Seules des routes secondaires desservent l'espace et une seule gare à Saint-Claude. Mise en valeur de la forêt pour le tourisme, 2 stations de ski, les Crozets et Prénovel, des bases de loisirs autour du lac de Vouglan et une station verte à Clairvaux-les-Lacs. Un PNR créé en 1986 pour aider à dynamiser l'économie de la région en promouvant la sylviculture et le tourisme vert. Conclusion. Les utilisations de la forêt sont à l'origine d'un système productif qui fait vivre le territoire, mais qui peine à rester compétitif dans le cadre de la mondialisation. Le sujet est accompagné de 3 figures. La première avec l'utilisation étagée des espaces, où l'on voit les altitudes au-delà de 700 mètres avec des forêts mixtes de résineux et de feuillus. En dessous de 700 mètres, les forêts de feuillus, ainsi que l'industrie en fond de vallée. Ces espaces sont reliés par des routes forestières et des chemins, la carte étant parcourue de signes de l'exploitation, avec des clairières, et de l'extension de la forêt. La carte de la figure 2 permet de voir une filière bois profitant de la complémentarité entre versants et vallées, avec le pôle de formation en lycée professionnel, avec les arts du bois, la promotion de la filière avec un musée du jouet, une tournerie et une fabrique de jouets, de l'entreprise Smoby et Charles Illus. Le fond de la vallée, avec Moirans en montagne, concentre ainsi les industries et les habitants. La troisième carte se concentre sur la mise en tourisme plus estival qu'hivernal de la forêt. On y voit un espace forestier mis en tourisme l'été, avec des colonies de vacances, des sentiers de randonnée et des points de vue avec notamment le belvédère de Duchet. Le tout entourant la plus hivernale station de ski de fond de Prénovel. Ce sujet est accompagné de 2 documents, le premier avec des statistiques de l'exploitation forestière en région Bourgogne-Franche-Comté. La source est l'Agreste Bourgogne-Franche-Comté, figurant dans le Memento de 2020. On peut y voir l'exploitation forestière et les scieries avec le nombre d'entreprises par département, celles ayant une activité d'exploitation forestière et celles ayant une activité de scierie, ainsi que la récolte de bois selon la provenance, en mètres cubes de bois rond, encore par département, avec le bois d'œuvre, dont feuillus, dont conifères et dont bois certifié, le bois de trituration, dont feuillus, conifères et certifiés, les autres bois de l'industrie, le bois pour l'énergie, le taux de bois certifié et le total de récolte par département. Pour les enjeux du document à saisir, si le Jura n'est pas le département de la région Bourgogne-Franche-Comté qui produit le plus de bois, le Doubs étant le premier producteur, on note que le bois produit dans le Jura est essentiellement du bois d'œuvre, c'est-à-dire du bois permettant la confection d'objets, meubles, jouets, pipes, et non du papier, pour le bois de trituration moins rentable, comme c'est le cas dans d'autres régions. Cette spécificité, qui rapporte plus d'argent et crée plus d'emplois, témoigne de la qualité du bois produit et des savoir-faire développés pour produire ces objets. Document 2. Les différentes essences d'arbres en Bourgogne-Franche-Comté. Source IGN 2013 à 2017 et Agreste 2020. Sont représentés sur ce document 4 diagrammes circulaires ou camemberts, les 2 premiers sur le peuplement par essence et les 2 derniers avec le sillage par essence. Sur les 2 paires de diagrammes sont représentés la Bourgogne-Franche-Comté comparée à l'entièreté de la France métropolitaine. Pour les enjeux du document, les forêts de la région Bourgogne-Franche-Comté sont plus peuplées de feuillus, chênes et hêtres, et de sapins que les forêts du reste de la France. La production de bois dans la région est très largement dominée par la production de sapins et d'épicéas, ce qui correspond à l'extension de la forêt de conifères sur la carte. Cette dominance s'explique par l'étagement de la végétation due à la pente et aux politiques de plantation de conifères à des fins d'exploitation intensive de la forêt. Les conifères ont en effet une pousse plus rapide que les autres essences. Les questions type 1. Quelles sont les activités industrielles spécifiques dans le Jura ? Le Jura a une tradition de fabrication de meubles et de jouets, du fait de l'importance de l'activité sylvicole. Le Jura est aussi spécialisé dans l'horlogerie, en lien avec le système productif horloger suisse. 2. L'industrie à Saint-Claude n'est-elle tournée que vers l'exploitation du bois ? Saint-Claude se trouve non loin d'Oyonnax, à 30 km, et de sa Plastique Vallée, système productif local spécialisé dans la plasturgie. Ainsi, des usines plasturgiques se trouvent aussi à Saint-Claude. 3. Comment peut-on caractériser le relief sur la carte ? Il s'agit d'un relief plissé, relativement jeune, 35 millions d'années. Les monts correspondent à une structure anticlinale, les vals à une structure synclinale. 4. Quelle est l'origine du lac de Vouglan ? Le lac de Vouglan est un lac de barrage. Le barrage hydroélectrique de Vouglan se situe à l'extrême sud du lac. Il a été mis en eau en 1968.
et est la troisième plus grande retenue artificielle de France. 5. Quelle est l'activité agricole, autre que la sylviculture dominant dans le Jura? Il s'agit de l'élevage bovin laitier, pour la production de fromages d'appellation, comté et morbier. On note sur la carte des fruitières, des coopératives traditionnelles pour produire et affiner le fromage, de nombreuses granges où les animaux résident l'hiver. On identifie également des pâturages d'été en altitude, avec les toponymes le Prat ou le Pré, caractéristiques des remues. 6. Quel est le statut foncier de la forêt dans le Haut-Jura? La forêt jurassienne est majoritairement publique, à plus de 50%, ce qui diffère du reste de la France où la forêt publique ne correspond qu'à 25% des massifs. 7. Qu'est-ce qu'une station verte? Une station verte est une commune qui a reçu un label délivré par une association dédiée qui valorise l'écotourisme, c'est-à-dire une forme de tourisme respectant les principes du développement durable. Une station verte s'engage à respecter l'environnement et à mettre en place des activités en lien avec l'environnement. Baignade, jeux, sports, sentiers de randonnée, pistes pour les sports d'hiver, etc. À tout concours, les cartes et sujets proches, sujets possibles. Les forêts productives avec la carte hygiène, Pontarlier, Levier, Lac de Saint-Point, 3425 OT. Autre sujet possible, la forêt amazonienne et son exploitation. Carte hygiène Saint-Laurent-du-Maroni, 4702 SB. Autre sujet possible, exploitation forestière et environnementale, avec la carte hygiène Château-Chinon, Lac des Settons, PNR du Morvan, 2723 ET. Enfin, autre sujet possible, les enjeux d'une forêt productive, l'exemple des Landes, carte hygiène Mimizan, Lac d'Oreillan, 1340 ET. Enfin vient un focus, l'industrie du jouet dans le Jura, un système productif résilient. L'industrie du jouet est historique dans le Jura. L'activité de confection de jouets en bois y est traditionnelle. Smoby, entreprise spécialisée dans les jouets depuis 1970, est implantée dans le Jura, à Lavant-les-Saint-Claude. En 2007, à la suite du rachat de Majorette Solido, autre entreprise de jouets, Smoby est placé en redressement judiciaire et 396 employés sont licenciés. L'entreprise a alors été rachetée par le numéro 1 du jouet allemand, Simba Dicky. En 2022, Smoby est de nouveau dynamique en France avec près de 380 salariés permanents et 120 intérimaires sur les 3 sites jurassiens de Lavant-les-Saint-Claude, Moirans-en-Montagne et à Rinthaux, aérienne THOD. La production, des jouets en plastique, et la logistique sont même progressivement relocalisées en France depuis 2012, ce qui laisse penser que ce système productif est résilient et s'adapte aux crises économiques. Le focus est accompagné d'une photo de jouets en bois anciens de 1960, du site internet du Musée du Jouet de Franche-Comté. Autre sujet type, la protection d'une forêt périurbaine, mythes et réalités d'un PNR, forêt de Chantilly, d'Alat et d'Ermenonville, échelle 1/25 millième 2412 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le centre-nord du bassin parisien, la vallée de l'Oise, le pays de Valois, à 50 km du centre de Paris. Un espace au contact de la région Île-de-France, département du Val d'Oise, et des Hauts-de-France, département de l'Oise. La carte est structurée en 3 espaces. À l'est de l'Oise, le plateau du pays de Thelle, THE2LE, en Picardie, la vallée de l'Oise, et, à l'ouest de l'Oise, le plateau boisé du Valois, bordé au sud par la plaine de France. Mémo, pensez à définir protection, forêt, périurbanisation et PNR. Problématique. La protection de la forêt et ses usages révèlent un renforcement de la ségrégation socio-spatiale. 1. Le PNR protège un riche patrimoine culturel et environnemental, fonction paysagère. Le PNR est un vaste espace boisé autour de Chantilly et de Senlis, correspondant aux anciens domaines de chasse de la haute noblesse, les Montmorency et les Condé. Le parc associe les espaces périurbains du Val d'Oise et une plaine agricole à l'est. Faible densité, cultures temporaires et aides spécifiques aux agriculteurs dans le PNR. Le PNR intègre un patrimoine historique, l'abbaye de Royaumont, château de Chantilly, et paysager, forêt, jardin d'André le Nôtre au château de Chantilly. La fonction récréative de la forêt reste aristocratique. Vénerie, golf, courses hippiques. Les forêts sont entretenues pour leur fonction récréative, avec des GR, des allées équestres, des pistes cyclables, et productives, avec le chêne pour la charpente et les tonneaux. L'ONF exploite les forêts publiques. 2. Un PNR et une forêt qui génère un effet barrière entre guillemets face à une périurbanisation importante. Le PNR constitue une périphérie francilienne reliée aux grands pôles d'activité de la région, Paris, l'aéroport Charles de Gaulle, Plaine Saint-Denis et Cergy, les réseaux de transport en commun,
RER, Transilien, TER, et individuels, avec l'A1, qui favorise sa fonction résidentielle. Les paysages forestiers attirent la population. Chantilly et Senlis forment de petites agglomérations dont les centres-villes patrimonialisés offrent des services urbains. La périurbanisation crée un réseau de communes au sud du parc. La ville s'étale à partir de l'ancienne trame villageoise. La pression foncière urbaine se traduit par le mitage de zones rurales. L'habitat est majoritairement individuel, avec des lotissements. L'extension de l'urbanisation est contrainte par les forêts publiques et les documents d'urbanisme. L'urbanisme du parc illustre les conflits d'intérêts entre promoteurs et écologistes. 3. Un PNR qui accentue la ségrégation socio-spatiale. La forêt crée une discontinuité géographique entre Chantilly et la vallée industrielle de l'Oise. L'agglomération de Creil est contenue par la forêt. L'adhésion au PNR est un choix politique pour valoriser un territoire et se limite aux communes les plus aisées. Les nombreux espaces privés renforcent la ségrégation socio-spatiale et l'entre-soi. Les bois privés sont nombreux en marge des forêts domaniales. Le domaine du Lys Chantilly est un vaste lotissement sécurisé pour catégories aisées. Les mobilités traduisent ce clivage. Senlis n'est pas desservi par le train pour créer une distance avec la banlieue. Chantilly a une attractivité internationale, sa pression foncière exclut les ménages modestes. Conclusion. Derrière la volonté de protection d'un riche patrimoine environnemental et culturel, se cache un effet pervers du PNR, un outil de ségrégation socio-spatiale, qui renforce l'entre-soi et relègue les classes populaires dans la vallée de l'Oise. Ce sujet est accompagné de deux figures. Dans la première, Chantilly, la cité du cheval entre guillemets, un étalement urbain favorisé par les loisirs aristocratiques, nous montre les nombreux espaces équestres, autour et dans les forêts publiques, des espaces récréatifs et qui limitent l'urbanisation, et autour, le domaine de Lys Chantilly, zone où s'établissent des lotissements huppés dans un bois, et l'étalement urbain par mitage et installation de lotissements. La périurbanisation se développe beaucoup autour du centre-ville, et on nous indique aussi où se trouve le château, et les loisirs bourgeois avec des golfs, hippodromes et un carrefour de chasse à courre. Dans la figure 2, un PNR qui renforce la ségrégation socio-spatiale. On peut y voir distinctement la forêt du PNR, zone tampon entre des espaces urbanisés à fort différentiel économique, avec d'un côté une périphérie aisée, avec des espaces agricoles éligibles aux aides du PNR, et un centre patrimonialisé, la ville prestigieuse de Senlis, avec une population aisée. Et de l'autre côté de la forêt du PNR, la vallée industrielle de l'Oise, avec des risques d'inondation et de pollution, qui comporte de nombreuses industries, des grands ensembles avec des populations à faible revenu, et des lignes à haute tension, avec un fort impact paysager. Et les espaces agricoles au-delà sont intensifs et non éligibles aux aides du PNR. C'est aussi à côté de cette zone plus peuplée que se trouve un ancien aérodrome. Ce sujet est accompagné de deux documents. Le premier, l'opération Amphibien, une action environnementale encadrée par le PNR, dont la source est le rapport d'activité 2019 de www.parc-oise-paysdefrance.fr. Il s'agit d'un extrait. Opération Amphibien. Calendrier, janvier à décembre 2019. Chaque année, des milliers d'amphibiens meurent écrasés sur les routes au cours de leur migration vers les zones de reproduction. Mares, étangs, cours d'eau. En l'absence d'action de protection, certaines espèces pourraient disparaître du territoire. La migration se déroule de mi-février à fin mars et est particulièrement importante aux abords des grandes zones humides du territoire, étangs de Comelles, marais du Lys, cours d'eau tels que l'Oise, la Tève et la Nonette. Depuis de nombreuses années, des associations locales se sont impliquées dans des opérations de protection de ces amphibiens avec l'aide du parc. L'acquisition de matériel lors des premières années de l'opération Amphibien a permis de pérenniser et d'accroître le linéaire des dispositifs installés le long de certaines portions de route. Ce sont ainsi 13 portions de route qui ont bénéficié d'un dispositif barrage amphibien ou de ramassage en 2019. Cette année, le groupe de bénévoles qui s'est mobilisé pour remettre en place et étendre le dispositif de protection d'un tronçon de route à la Chapelle-en-Serval a également contribué à la mise en place d'un nouveau dispositif à Pléhy. Ce nouveau dispositif a vu le plus grand nombre d'espèces et le plus grand nombre d'amphibiens passer. En 2019, ce sont plus de 20 000 amphibiens qui ont été transférés par des bénévoles. La migration s'est globalement déroulée de début février à début avril, avec une concentration des passages entre le 27 février et le 17 mars. Par ailleurs, le parc a contribué à un inventaire des points noirs routiers pour la migration des amphibiens mené par Picardie Nature.
Il a également accompagné le département de l'Oise pour l'identification des secteurs à enjeux amphibiens sur le réseau départemental et pour la création d'un dispositif pérenne de protection des amphibiens à la Chapelle-en-Serval. On nous précise que 20 000 batraciens ont pu traverser et que près de 5 km de route ont été équipés de dispositifs. Des partenaires spécifiques sont à l'œuvre, Société des Amis de la Forêt d'Alatte, d'Ermenonville et de Chantilly, SAFHEC, la Sylve, Sauvegarde, Asnières-Baillot, SAB, Amis de la Terre de la Vallée de Lisieux, Nonette Nature, Forêt en Aulnoy, Iroise, Picardie Nature, Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie, ONF, Institut de France, Chantier d'insertion de Chantilly, Commission Patrimoine Naturel et Réseau Écologique. Les enjeux pour ce document sont le maintien de la diversité biologique et des continuités biologiques qui constitue le premier axe de la charte du PNR révisée en 2021. Cette opération amphibien, action sans coût spécifique, mobilise bénévoles et associations locales pour aménager les abords de la voirie. Elle s'inscrit dans une démarche de préservation d'un environnement forestier attractif et soumis aux pressions urbaines, artificialisation des sols, circulation automobile. Le PNR coordonne des actions sectorielles pour valoriser son environnement, ses paysages et son patrimoine historique et culturel tout en favorisant le développement économique et les activités touristiques. Territoire de projet, le PNR se distingue ainsi des espaces industriels voisins, vallée de l'Oise, et entre en compétition avec les espaces périurbains franciliens UP, Fontainebleau et Rambouillet. Document 2. Chiffres clés par commune. INSEE, Chantilly et Asnières-sur-Oise appartiennent au PNR. Source INSEE, dossier complet par commune, mis à jour le 17 janvier 2022. On peut y voir Asnières-sur-Oise, Chantilly et Cré, dont la population en 2018 est de 2795, 11 001 et 35 800 habitants. Leur densité est de 199, 679 et 3228 habitants au kilomètre carré, et leur superficie est de 14,1, 16,2 et 11,1 km². Le nombre de ménages fiscaux en 2019 était de 1112 pour Asnières-sur-Oise, 5271 pour Chantilly et 11 790 pour Creil. La part des ménages fiscaux imposés en 2019 était de 79, 74 et 37% pour Creil. Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2019 en euros, 27 300, 26 240 et 14 980 seulement pour Creil. Le taux de pauvreté en 2019 était de 3,2% en 2012, dernier chiffre disponible pour ce document, pour Asnières-sur-Oise, 8% pour Chantilly et 38% pour Creil. Pour les enjeux du document, les chiffres des contrastes spatio-économiques sont saisissants. La commune de Creil affiche une densité bien plus forte que les communes du PNR et concentre les populations les plus pauvres. Son taux de pauvreté est 10 fois plus important que celui d'Asnières-sur-Oise ou 4 fois plus important que celui de Chantilly. Pour les questions type 1. Quel est le statut de la forêt dans l'espace du PNR? La forêt est majoritairement publique, domaniale ou relevant de l'Institut de France. Mais on observe de grands bois ou forêts privées dans les périphéries. Ces espaces privés sont généralement clos et non accessibles. Suite un petit tableau qui nous indique que, pour les villes de Alatte, Ermenonville et Carnel, la forêt de Gouvieux et Fleurines, la forêt de Chantilly et Ermenonville, nous avons comme propriétaires pour les premiers l'État avec les forêts domaniales, pour les seconds la forêt de Gouvieux et Fleurines, la commune ou les départements, et pour les dernières avec la forêt de Chantilly et Ermenonville, l'Institut de France de Chantilly. Dans les trois cas, le gestionnaire est l'ONF, et dans les trois cas, l'accueil au public est autorisé. Pour les forêts privées, qui valent pour les communes de Haute-Pomeraille et de nombreuses forêts en lisière des massifs, elles appartiennent à des particuliers ou des sociétés, et l'accueil de public y est interdit sauf en cas de mention. 2. Quel type d'espace agricole observe-t-on sur la carte ci-contre? Cette partie du PNR correspond au Valois et présente un espace d'open field où l'on pratique des cultures temporaires sur de vastes parcelles. Les productions traditionnelles sont les céréales, le colza, la betterave à sucre et la pomme de terre. Grâce à la modernisation, mécanisation, semences sélectionnées, intrants, aidés de la politique agricole commune, la PAC, les agricultures cultivent des superficies importantes, 100 hectares en moyenne dans l'Oise, pour de meilleurs rendements. Mais ils touchent aussi des aides pour moderniser leur exploitation. Par exemple, le PNR verse des aides pour l'amélioration des bâtiments. La carte qui est jointe à cette question comprend un silo, une ferme, des chemins d'exploitation et des bois privés. 3. Comment caractériser la périurbanisation? Elle correspond au modèle de développement des périphéries des agglomérations.
Elle grignote l'espace rural, on parle de mitage, en s'appuyant sur les noyaux habités préexistants, les villages et les bourgs, et sur les grands axes de communication qui la relient aux espaces urbains initiaux. Les espaces des communes sont marqués par la construction de lotissements. 4. De quand date le développement des golfs? L'espace du PNR compte de très nombreux golfs, on parle même de triangles d'or. Ils ont été construits en grande majorité à la fin des années 1980 ou au début des années 1990, pour Raret en 1987, Montgriffon en 1990 ou Bellefontaine en 1988. Le golfe d'Ulysse est plus ancien, 1929, et est lié aux loisirs bourgeois et aristocratiques de la région. C'est un aménagement extrêmement consommateur en eau. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujet possible, les enjeux d'une forêt face à l'avancée de la ville. Carte IGN, forêt de Montmorency, de l'Isle-Adam et de Carnel, 2313 OT. Autre sujet possible, les enjeux environnementaux d'une forêt périurbaine. Carte IGN, forêt de Fontainebleau, forêt des Trois Pignons, 2417 OT. Autre sujet possible, des espaces forestiers à l'épreuve du développement durable. Carte IGN, forêt de Bretonne et du Trémaux-Lévrier, PNR de Bretonne, 1911 OT. Et dernier sujet possible proposé, préservation et fonction d'une forêt périurbaine. Carte IGN, forêt de Rambouillet, PNR de la Haute-Vallée de Chavreuse, 2215 OT. Vient ensuite un focus sur une approche sociologique sur le PNR Oise, pays de France. Les ghettos du Gotha, comment la bourgeoisie défend ses espaces. Monsieur et Madame Pinson-Charlot, Paris, Seuil, 2007. Citation. Si les parcs naturels régionaux ont pour mission de favoriser les activités économiques locales comme l'artisanat, l'élevage ou les produits du terroir et de sensibiliser le public à la protection du patrimoine à la fois naturel et culturel, celui des trois forêts assure aussi la pérennité des espaces et des modes de vie grand bourgeois. Les châteaux, les allées forestières percées pour la chasse à courre, les abbayes, les terrains de golf et leurs clubs, les villages sous surveillance, l'omniprésence du cheval et des sports équestres, des centres de ville qui mettent en scène le mode de vie des propriétaires de belles demeures et de gros 4x4. Le parc régional est marqué par cette omniprésence de l'aisance matérielle. Troisième sujet type, la forêt, un atout pour le développement local? Romorantin-Lanthenay. Échelle 1/25 millième, 2122 E. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le centre de la France, bassin parisien, Grande Sologne au contact de la Sologne viticole, à l'ouest. Deuxième plus grand massif forestier en France. La région Centre-Val de Loire, département du Loir-et-Cher. La carte est structurée en deux espaces. Romorantin-Lanthenay, le long de la Sauldre, qui polarise l'espace. Et la Sologne des étangs, pour le deuxième espace, zone de forêts et d'étangs et zone agricole en déprise. Mémo, pensez à définir forêt et développement local. Problématique. Une forêt, aménité pour le territoire, qui engendre une privatisation de l'espace par des catégories sociales aisées. 1. Une forêt qui valorise un espace rural répulsif. Un espace anciennement répulsif. Sables impropres à l'agriculture, la lande, les bruyères humides, les noues, NOUES, nombreux étangs, sols pauvres, gâtines. G-A, accent circonflexe, T-I-N-E-S. Un espace vide, densité très faible, 8 habitants au kilomètre carré, hors Romorantin, communes étendues, habitats dispersés. Une forêt artificielle très exploitée, très fort en résinement, pins sylvestres, laricio, Douglas, depuis le Second Empire. Forêt marquée par de nombreux chemins d'exploitation et des scieries, présence de futaies de chênes. 2. Une forêt qui constitue une aménité territoriale. Situation géographique, au centre de la France, proche de grands axes. Installation ancienne d'industrie, textile, automobile et papeterie. Romorantin, la ville ouvrière, fusionne avec Lanthenay, la ville agricole et viticole, en 1961. Industrie de pointe, stockage de gaz d'échelle nationale, puits de gaz, et militaire avec Matra pour la fabrication des missiles puis pour la fabrication des véhicules Renault Espace. Les usines automobiles ont fermé en 2003. Chasse, pêche et tourisme. Activité cinégétique intense. À 200 km de Paris, les forêts de chênes sont utilisées pour la chasse à courre et au gros gibier. Les étangs attirent les pêcheurs du monde entier. Croissance démographique et embourgeoisement. Attraction de techniciens et de cadres supérieurs. Étalement pavillonnaire autour de l'agglomération. Croissance démographique générale. 3. Une forêt privatisée par des populations aisées. Explosion et spécialisation du foncier. La forêt solognote est majoritairement vide et privée. Nombreuses mentions de domaines, près de 96% des 500 000 hectares, posant la question de son accessibilité à tous. Le prix de l'hectare est d'environ 15 000 euros.
Le double des terres très fertiles de la Beauce voisine, du fait de la spéculation des riches propriétaires. Extension de la forêt et des prix agricoles. Extension générale du boisement, broussailles résultant de l'enfrichement de terrains agricoles. Agriculture non aidée, en crise, remplacée par de l'agriculture hors sol, avec des serres, souvent biologiques, destinées à des populations et des touristes aisés. Activités synégétiques, élitistes et conflits d'usage. Conflits avec les agriculteurs, le gros gibier peut détruire les cultures. Avec les randonneurs, malgré l'existence d'un GR, danger de la randonnée en zone de chasse, et avec les écologistes, blocage du projet de PNR. Conclusion, la forêt apparaît donc comme le vecteur d'attractivité de la région, mais cette attractivité entraîne une ségrégation sociale avec une privatisation des forêts par les plus aisés aux dépens des populations locales. Le sujet est accompagné de deux figures. La première, un espace rural transformé par l'extension de la forêt, contient deux extraits de cartes, l'une de 1950 et la deuxième de 2016. Sur la première, on peut voir des traces de polyculture ancienne, avec des anciennes zones agricoles remplacées par de la forêt. La deuxième carte comporte un château, centre du domaine de chasse, une nouvelle forêt de feuillus destinée à la chasse, non exploitée, une zone bâtie avec de belles résidences dans la nouvelle zone boisée et proche de l'autoroute. L'autoroute permettant un accès rapide vers Paris et Angers, une forêt exploitée, aussi appelée LAIES, et des exploitations agricoles en reconversion, avec des serres. Sur la deuxième figure, la forêt privatisée pour les plus aisés, une réserve de chasse à court, on voit un château, une grande demeure liée au domaine forestier, des étangs pour la pêche, une forêt privée avec un toponyme de domaine, servant exclusivement comme réserve de chasse, un carrefour pour la chasse à court, avec des laies forestières en octogonais. On précise enfin que l'accès est très limité, séparé par des cours d'eau et peu relié par des axes de transport, ce qui conforte la zone dans sa fonction élitiste. Ce sujet est accompagné de deux documents. Le premier document annonce pour la vente d'une propriété de chasse et de pêche près de Romorantin-Lanthenay. Source www.belledemeure.com. Propriété et domaine de chasse 12 pièces, 204 mètres carrés, Romorantin-Lanthenay, 1,1 million d'euros. Propriété de chasse au cœur de la Sologne, dans le département du Loir-et-Cher, dans le 41, en région Centre-Val de Loire, proche de Romorantin-Lanthenay, à 20 minutes de la 71, reliant Paris en 2 heures. Cette propriété dispose d'une partie habitation refaite avec goût d'environ 210 mètres carrés, une salle de réception attenante d'environ 130 mètres carrés, un hangar agricole et un carport. Son territoire d'environ 27 hectares est composé de prairies, bouquets d'épines, bois et de 3 pièces d'eau. Ce domaine à taille humaine est sans servitude dans son écrin de verdure, offrant la tranquillité que l'on peut venir chercher en Sologne, idéal pour les amoureux de la chasse à l'affût, des chevaux ou de la nature, à visiter sans tarder. Enjeu du document, on note l'immensité de la propriété, 27 hectares, et les prestations de luxe, espace de chasse, étang, salle de réception de 130 mètres carrés, qui s'adresse à une clientèle très aisée. L'annonce insiste sur l'accessibilité du bien par rapport à Paris, afin d'attirer la bourgeoisie parisienne. Le prix à l'hectare est très élevé, ce qui rend la propriété difficilement accessible aux habitants de la région, tandis que l'offre vante l'exclusivité de propriété, soit l'absence de servitude, et la tranquillité, excluant un usage partagé de la forêt. Document 2. Les conflits d'usage sur la carte de Romorantin. Grande fortune, la Sologne, empire sans partage des propriétaires, nous dit le journal L'Humanité, dans cet article du 10-10-2017 par Olivier Morin. À Loreux, petite commune proche de Romorantin, un projet d'accueil touristique était en bonne voie. Pension de chevaux, accueil de voyageurs, mais selon le maire, de diverses gauches, Jacqueline Échard, un riche propriétaire a proposé une somme gigantesque et a racheté les parcelles destinées à la structure touristique pour encore agrandir son territoire de chasse, faisant capoter le projet. Sauf que ce n'est pas la chasse qui crée l'emploi, fulmine l'édile, qui regrette de n'avoir aucun lien avec ces grands propriétaires, qui ne sont, on cite, même pas électeurs sur la commune. Ces grands propriétaires se sont ligués pour empêcher la création d'un parc naturel régional, PNR. Alain Beignet, maire honoraire de La Motte-Beauvron et ancien conseiller régional PS, se souvient. Le PNR, qu'il a porté dès son élection au conseil régional, en 1998, aurait pourtant permis à la Sologne de rebondir, après la fermeture des industries d'armement puis d'automobiles, en attirant les touristes. Mais là encore, les propriétaires ne l'entendaient pas de cette oreille. Emmené par Gilles Durand des Aulnois, ex-président de la Chambre des notaires de Paris,
Des châtelains représentant 100 000 hectares, à eux tous, ont fait pression avec leur comité central agricole de la Sologne. Les centaines de kilomètres de chemins communaux sont un atout pour les circuits de randonnée, et le développement de la vente directe des produits issus de l'agriculture permettrait une dynamique en lien avec le tourisme. Enjeu du document. Cet article illustre la multiplicité des conflits d'usage de la forêt solognote. La privatisation des forêts par les grands propriétaires provoque une explosion du prix du foncier qui interdit l'espace. Aux agriculteurs, qui n'ont pas les moyens d'acheter les terres, aux municipalités, qui ne peuvent développer d'activités de tourisme plus génératrices d'emplois et qui subissent d'importantes pressions politiques. Aux naturalistes, en empêchant la création d'un PNR dans une zone pourtant Natura 2000. Aux populations locales qui ont des difficultés à se maintenir ou à développer des projets. Les questions type 1. En quoi peut-on dire que la Sologne est fortement anthropophisée? La forêt solognote est essentiellement composée de résineux plantés au XIXe siècle. Les étangs sont artificiels, ils servent à assainir la région frappée par le paludisme, à abreuver les animaux et à pêcher. Enfin, la faune a perdu son caractère sauvage entre guillemets car de nombreuses espèces sont élevées, nourries et réintroduites dans la forêt pour être chassées. 2. Qu'est-ce qu'une gâtine? G, accent circonflexe, T-I-N-E. Il s'agit d'un territoire inculte ou difficile à cultiver. Ce terme a donné son nom à une région française, au sud de l'île de France, le Gâtinais. On note des toponymes comme Gâtine ou Ga, G-A, accent circonflexe, T-S, sur cette carte, ce qui confirme le caractère peu fertile des terres, sol argilo-sableux. 3. Quelles peuvent être les activités agricoles dans les clairières? La chasse à courre étant l'activité principale dans la région aujourd'hui, des gardes-chasse nourrissent le gibier toute l'année. Les clairières sont essentiellement utilisées pour cultiver du maïs afin de nourrir le gibier, ce qui épuise les sols déjà pauvres. 4. Quelle est l'activité industrielle importante à Romorantin-Lanthenay? Romorantin, ancienne ville industrielle, est devenue un bastion de Matra, entreprise spécialisée dans l'armement. Dans les années 1980-1990, c'est la filiale Matra Automobile qui est très dynamique avec notamment la production de véhicules de la marque Renault, et pour les Renault Espace. Cette usine a fermé en 2003 avec la délocalisation de la production du monospace près de Rouen. L'usine Matra a toutefois perduré jusqu'en 2014 avec la production de véhicules récréatifs comme des vélos électriques. Aujourd'hui, cette activité a totalement disparu, y compris le secteur de l'armement. Mais l'industrie à Romorantin-Lanthenay reste dynamique avec 21,3% des emplois en 2018 et une spécialisation dans le caoutchouc plastique, la métallurgie et la fabrication de meubles. 5. À quelle fin le bois est-il exploité en Sologne? Le bois en Sologne est essentiellement exploité pour la fabrication de meubles, industrie présente à Romorantin-Lanthenay, et pour le bois de chauffage. À tout concours les cartes et sujets proches. Premier sujet possible, la forêt, productrice d'une identité rurale. Cartigène, Fleury-sur-Andelle, Lyon-la-Forêt, 2011, SB. Autre sujet possible, une forêt patrimoniale. Cartigène, Blois, Chambord, Cheverny, 2121, OT. Autre sujet possible, les conflits d'usage dans un espace forestier. Cartigène, La Motte-Beuvron, Nuang-sur-Beuvron, 2221, SB. Enfin, autre sujet possible, quels usages de la forêt? Cartigène, Charenton-du-Cher, Valigny et Forêt de Troncey, 2426 SB. Vient ensuite un focus sur l'engrillagement de la forêt en Sologne, qui chasse qui. Avec la multiplication des domaines de chasse, le phénomène de l'engrillagement s'est multiplié ces dernières années en Sologne. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ONCFS, a recensé 3600 km de linéaires de grillage sur les 3 départements qui composent la Sologne en 2018. Ces clôtures, souvent très hautes, sont érigées pour la chasse par de grands propriétaires, originaires pour beaucoup de Paris, venus en Sologne pour bénéficier d'avantages fiscaux, l'investissement dans la forêt étant fiscalement intéressant. Les grillages qui clôturent les domaines privés entravent la circulation du gibier, mais aussi ferment l'accès à ces espaces pour les solognots qui en sont chassés. Ce morcellement de la Sologne génère alors de la ségrégation socio-spatiale, afin que la Sologne demeure une terre accueillante et ne devienne pas un territoire de l'entre-soi réservé à une élite. Les pouvoirs publics, en concertation avec tous les usagers de la forêt, réfléchissent à l'adoption d'une charte paysagère pour déterminer la forme et la place que doivent prendre les grillages. Les SCOT, SCOT, schémas de cohérence territoriale, et les PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunautaire, peuvent à ce titre être des outils pour limiter les abus. Ce focus est joint d'une photo d'un sanglier en forêt de Sologne devant un grillage. Enfin, dernier sujet type sur le thème des forêts.
La forêt, un territoire de mémoire. Forêt de Verdun et du Mort-Homme. Champ de bataille de Verdun, échelle 1,25 millième, 3112 ET. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le nord-est de la France, bassin parisien, vallée de la Meuse entre Argonne et Veuvre, Lorraine historique, dans la région Grand Est, département de la Meuse. La carte est structurée en 3 espaces. À l'ouest, le plateau du Barrois et la côte des Bars, 250 à 300 mètres, pour l'altitude. Au centre, la vallée de la Meuse, 180 à 200 mètres. Verdun se situe dans un méandre. À l'est, enfin, les plateaux et la côte de Meuse, au relief plus marqué, 350 mètres. Mémo, pensez à définir forêt. Lieu de mémoire, expression proposée par l'historien Pierre Nora, qui désigne un lieu ou un objet associé à un moment exceptionnel du passé dont la collectivité a choisi d'entretenir le souvenir. Problématique. La forêt de Verdun, la sanctuarisation peut-elle être un modèle de développement local ? 1. De la guerre à la mémoire de la guerre, quand le champ de bataille devient un lieu de mémoire. Un patrimoine militaire, empilement de mémoire. La place fortifiée de Verdun associe une citadelle Vauban, du XVIe-XVIIe siècle, à une ceinture d'ouvrages polygonaux réalisés après 1870 sur les collines boisées. La Meuse, fleuve stratégique, relie la France à l'Europe du Nord. Un champ de bataille. En 1916, suite à l'offensive allemande au nord de Verdun, le front se stabilise sur la ligne de fortification à l'est de la Meuse. La forêt, enfin, délimite et occupe la zone rouge, entre guillemets, espace dévasté, nettoyé puis planté. La forêt crée un vide mémoriel pour commémorer la mort de masse. On dénombre 6 communes mortes car sans habitants. 2. La sanctuarisation de la forêt. Un levier de développement local autour des différentes fonctions de la forêt. Une fonction mémorielle de la forêt, au lieu de commémoration, tranchées, ossuaires, rencontres de chefs d'État et tourisme mémoriel. Archéologie, relevé au laser, présence potentielle de 80 000 corps non retrouvés. La patrimonialisation de la forêt crée de l'emploi dans le tourisme et les services. Le territoire est réinventé par une nouvelle identité associant échelle locale, nationale et européenne. Une fonction économique de la forêt, sylviculture adaptée qui privilégie les forêts périphériques pour éviter les zones à risque, les lieux de mémoire, plateau de Douaumont, ou les réserves biologiques. Du patrimoine culturel au patrimoine naturel, une fonction environnementale de la forêt. Biodiversité protégée, orchis verdâtres, crapauds sonneurs, plantation initiale en résineux, croissance rapide qui détruit les sols. L'ONF accroît la part de feuillus adaptée aux conditions locales. 3. La sanctuarisation de la forêt, le risque d'un développement local figé. Une activité céréalicole intensive autour de la forêt. L'agriculture forme un vide construit autour de la forêt. On parle d'espace tampon. Risque associé au minage qui restreint les possibilités d'usage agricole. Verdun, une commune répulsive pouvant être considérée comme une marge. L'étalement urbain tourne le dos à la forêt. Le tourisme en forêt ne rayonne pas sur les espaces voisins. Le vide mémoriel crée un vide démographique. Très faible densité rurale, 6 habitants au kilomètre carré autour de Verdun. Une muséification du territoire ? La forêt mémorielle fige le territoire et le maintient dans un passé douloureux. Conclusion. Une forêt plantée pour régénérer un espace dévasté, associant préservation de la mémoire de la bataille et invention d'une nouvelle biodiversité reconnue par le label Forêt d'exception. La fonction mémorielle de la forêt participe à la définition d'une nouvelle identité du territoire, mais cette logique limite les perspectives de développement. Figure 1. Une forêt commémorative devenue un espace multifonctionnel. Sur cette première figure, avec une carte, on peut voir une forêt aménagée avec des fonctions touristiques, une forêt publique qui occupe un espace dévasté par la bataille de Verdun, fonction paysagère et mémorielle, une forêt protégée avec une fonction environnementale et une forêt exploitée avec une fonction économique. On précise la présence de feuillus et de chemins d'exploitation pour les forêts exploitées et les forêts à fonction touristique. Le lieu vaut la présence de patrimoine militaire avec le fort de Vaux, d'un village détruit avec l'ancien village de Vaux, d'un mémorial, d'autres villages détruits avec Fleury de Vendômont et Douaumont, ainsi que d'une nécropole nationale et ossuaire de Douaumont, et de parkings pour se rendre dans ces différents lieux. La carte de la deuxième figure, sous-titrée avec la question Verdun, un développement figé par la mémoire de la guerre, nous montre une ville de garnison au développement polarisé par l'armée, avec une faible attractivité, avec une forêt domaniale au nord, qui entretient le vide et limite la possibilité d'extension de la ville de Verdun avec une nécropole nationale, un centre mondial de la paix et des lieux de mémoire qui figent la ville dans le passé, et autour la citadelle Vauban, des casernes et des quartiers militaires qui occupent l'essentiel du territoire urbain, ainsi qu'un champ de manœuvre et de tir,
périurbain, signe de la neutralisation de l'espace autour de la ville. Les documents accompagnant ce sujet sont, pour le premier document, l'aménagement forestier de Verdun, source www.onf.fr. Extrait. La forêt de Verdun est devenue propriété d'État après la Première Guerre mondiale, conformément à la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de guerre. Cet immense territoire de 17 000 hectares, appelé zone rouge, est remis à l'administration des eaux et forêts en 1923 pour être boisé. 100 ans de dynamique forestière. La forêt s'est réinstallée d'elle-même sur les parties anciennement boisées. Les terrains agricoles ravagés par la guerre ont en revanche été plantés. Plus de 6 000 hectares ont ainsi été reconstitués avec des résineux rustiques, épicéas et pins noirs entre 1927 et 1934. Depuis 1973, ces peuplements résineux d'après-guerre sont peu à peu transformés en forêts feuillues, mieux adaptées aux conditions écologiques de la région. Le hêtre, parfois déjà présent sous l'abri des résineux, est l'espèce principale de cette nouvelle génération forestière. Aujourd'hui, le champ de bataille est un espace naturel et forestier de valeur et un musée à ciel ouvert dont la portée historique et mémorielle est internationale. Document de gestion. L'aménagement conduit l'action des forestiers, approuvé par arrêté ministériel. Il constitue une garantie de la gestion durable de la forêt certifiée PEFC. L'aménagement actuel de la forêt domaniale de Verdun couvre la période 2006-2020. 3 objectifs prioritaires sont poursuivis. La production de bois, la préservation des vestiges historiques, la protection des habitats naturels et des paysages. Enjeu du document. L'aménagement forestier constitue la feuille de route de l'ONF pour la gestion et insiste sur la multifonctionnalité de la forêt de Verdun. Production, protection et loisirs. La valorisation de l'écosystème et des paysages semble prioritaire. La part des feuillus, mieux adaptée aux conditions locales, augmente aux dépens des résineux, pourtant plus demandés par la filière bois. La labellisation PEFC permet toutefois de stimuler la sylviculture, musée à ciel ouvert entre guillemets. La forêt de Verdun est entretenue, balisée pour accueillir un tourisme mémoriel de masse. Document 2A. La population de la Meuse depuis 1801. Document 2B. Évolution de la population par commune de 2016 à 2021 en pourcentage. Direction départementale des territoires, 2 février 2021. Le document 2A montre l'évolution de la croissance démographique et sa décroissance entre 1801 et passé 2020. On constate que la population de la Meuse n'avait fait qu'augmenter jusque dans les années 1840, mais qu'elle va progressivement redescendre avec les mutations de la seconde moitié du XIXe siècle, entre exode rural et industrialisation, la Première Guerre mondiale venant accélérer d'un coup un exode déjà massif, qui ne fera que se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Le document 2B avec une carte montre les évolutions plus récentes. On pourra constater qu'à Verdun, la population a entre 2016 et 2021 baissé de 0,1 à moins 10%. Ce n'est pas la commune qui a connu le plus de diminution, puisque certaines ont perdu 25% de leurs habitants, et la perte de population n'est pas homogène non plus, puisque certaines communes ont connu une augmentation de leur population pour 171 d'entre elles, et même de plus de 25% pour 4 d'entre elles. Enjeu du document. Initié par l'exode rural, le déclin démographique de la Meuse est accentué par les batailles de la Première Guerre mondiale, puis par le départ des troupes stationnées. La reprise démographique de l'après-guerre, avec son baby-boom, ne s'installe pas dans la durée. Les évolutions plus récentes marquent une opposition entre Verdun, qui perd 1680 habitants entre 2009 et 2020, et les communes du Val de la Meuse, du nord et de l'est du département qui sont majoritairement en croissance. Verdun a une image répulsive, associée à son histoire, et offre de faibles perspectives économiques, tandis que l'espace rural, au nord et à l'est, bénéficie de l'attractivité du Luxembourg et de la Belgique et du dynamisme du sillon mosellan, Thionville, Metz, Toul, Nancy. Les questions type 1. Qu'est-ce qu'un village détruit et comment est-il géré? 9 villages de la Meuse situés sur le champ de bataille de Verdun ont été détruits. 6 ont vu leur territoire classé en zone rouge et n'ont pas été repeuplés après-guerre. La maille communale a été maintenue pour conserver leur mémoire et ils sont administrés par un conseil municipal nommé par le préfet. Souvent, des élus des communes voisines. Ces communes, qualifiées de « mortes pour la France », sont intégrées à la communauté de communes du Grand Verdun. L'intercommunalité participe à l'entretien de leur territoire, en lien avec l'ONF. 2. Distinguer la côte avec un accent circonflexe et la côte. La côte est un élément du relief, un versant d'une colline, tandis que la côte désigne l'altitude d'un point. La côte 304, colline du nord-ouest de Verdun, a été l'objet de combats acharnés. Les bombardements lui ont fait perdre 12 mètres. 3. Quel est le statut des cimetières militaires allemands? Selon la Convention franco-allemande de 1966, ces terrains restent la propriété de l'État
Mais l'Allemagne dispose librement des terrains des cimetières et des nécropoles militaires. Leur entretien est financé par l'intermédiaire du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, une institution dont la mission est de recenser et d'entretenir les tombes. 4. Expliquer la présence d'un cimetière américain sur la carte. Les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne en avril 1917. En septembre 1918, l'offensive Meuse-Argonne engage les troupes du corps expéditionnaire américain au nord de Verdun. Le cimetière, dont le territoire a été concédé à perpétuité aux États-Unis par le gouvernement français, abrite les tombes de 14 262 soldats américains. 5. Verdun a-t-elle connu d'autres batailles dans l'histoire? Verdun, cité stratégique, fut ravagée par Attila en 450 et assiégée par Clovis en 502. C'est là que fut signé le traité du partage de l'Empire de Charlemagne en 843. Elle fut l'une des premières villes assiégées et vaincues par l'armée prussienne en 1792. Elle fut aussi le siège de combats importants lors de la guerre de 1870. Elle a subi 11 sièges majeurs dans son histoire. 6. À quelle menace la forêt de Verdun est-elle confrontée? Les conditions climatiques depuis 2018, chaleur, sécheresse, ont affaibli les arbres et favorisé la pullulation des scolites. Ces petits insectes parasitent particulièrement les épicéas et illustrent la fragilité des forêts monospécifiques. En 2023, 1700 hectares ont dû être coupés et replantés. Sur les parcelles sont replantés les forestiers de jeunes arbres par îlots, qui favorisent une forêt diversifiée, jugée plus résiliente. Cette crise sanitaire bouleverse la gestion forestière et la filière bois. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles. Chemin des Dames, la bataille des mémoires. Carte IGN, Craonne, Beaurieux, 2711 SB. Autre sujet possible, quelle place pour la mémoire de la bataille de la Somme? Carte IGN, Albert, Bray-sur-Somme, 2408 SB. Autre sujet possible, patrimoine et tourisme mémoriel. Carte IGN, Pointe du Hoc, Omaha Beach, forêt domaniale du Cérizy, 1412 OT. Enfin, autre sujet possible, la mémoire comme avenir? Carte IGN, Oradour-sur-Glane, Brigol, 1930 SB. Enfin, nous avons un focus sur le Dark Tourism. Le Dark Tourism, les nonnes et follets, 2000 pour la source, tourisme sombre pour les francophones, dénommé également Thanatourisme, Seaton, 1996, et Dan et Seaton en 2003 pour les sources. Ou tourisme macabre, implique toute forme de prestation comprenant la visite de lieux associés à la mort, à la souffrance, à la peine et à la destruction. Folio 2016. Ses objectifs sont variés. Les champs de bataille, Verdun, plage du débarquement, les lieux de violence sur les populations civiles, Oradour-sur-Glane, Auschwitz, Rwanda, les lieux touchés par des catastrophes, Ground Zero à New York, Tchernobyl, tremblement de terre au Sichuan, et par la mort, catacombes, nécropoles. Le Dark Tourism ne s'accompagne pas seulement d'un intérêt mémoriel, il illustre un goût pour le macabre et un désir pour les pratiques extrêmes, hors des sentiers battus. Ces dérives sont cependant nombreuses. Risques pour les voyageurs, sites non sécurisés, marchandisation des lieux de mort, voyeurisme, ruin porn à Détroit ou à la Nouvelle-Orléans, et tensions avec les populations locales. On nous ajoute à ce focus une photo des façades de maisons en ruine à Oradour-sur-Glane.